Bellacourt se trouve dans la vallée du Crinchant, le cours d'eau qui arrose Arras. Ce hameau était dominé par son moulin à vent, une position importante pendant la guerre 14-18. Logée dans le fond de la vallée, la place de Bellacourt a peu souffert de la Grande Guerre. La voici photographiée à diverses époques. Ici, le porche monumental de la ferme Le Dru, aujourd'hui disparue. Bellacourt possède un petit château nommé Bellacordel, lui aussi épargné par la guerre. Un centre téléphonique militaire y était installé. La photo date de 1915. Certains poilus sculptaient la craie pour en faire, comme ici en 1915, un cadran solaire et une caricature de l'empereur. Dans les constructions des environs, les artisans ont su allier les propriétés des matériaux locaux, comme la craie, la brique cuite au bois ou le silex, pour en faire des édifices durables et à l'aspect harmonieux. Sur le versant nord de la vallée existe un cimetière militaire datant de la Grande Guerre. Sur le côté gauche s'alignent les tombes des soldats de l'Empire britannique et sur la droite, celles des soldats français tombés dans les premières années de la guerre. Ici, l'enterrement d'un soldat français en 1916. Bretancourt, c'est au départ une petite agglomération installée autour d'un château dont on voit l'emplacement au centre de la carte. À proximité de ce hameau se trouvent deux lieux-dits dont on reparlera. Il s'agit de la brasserie, située vers le nord-est, et du Blanc-Mont, que l'on voit à l'est. Bretancourt était aussi avant tout un carrefour situé sur la route de Berle à Arras. On le voit ici actuellement et il y a quelques dizaines d'années. Voici ce même carrefour vu dans l'autre sens, actuellement et en 1916. Pendant la Grande Guerre, le front passait par le Blanc-Mont. Les Français étaient installés dans la carrière de craie, ici à gauche, et les Allemands dans la profonde sablière de Blairville, située à droite. Les Français parvinrent à déloger les mitrailleuses allemandes installées dans le moulin de Bretancourt et dans le bois des Martinets, au début de la guerre, sans pouvoir aller beaucoup plus loin. Voici le moulin devant le bois des Martinets, avant la guerre, son état en 1915, et son emplacement actuel.
Le photographe est ici dans une tranchée française, l'objectif tourné vers Blairville. Ces 3 clichés montrent les militaires français installés dans la carrière du Blanc-Mont. Aspect du Blanc-Mont actuellement. Retour au hameau de Bretancourt. De nombreux arbres et pâturages lui donnent un aspect bocager. Le Crinchon y coule tranquillement en période de crue. L'élevage et l'agriculture y sont toujours bien présents. Bien que Bretancourt ait beaucoup souffert de la guerre, on y trouve encore de belles constructions anciennes, comme cet arc en anse de panier, ce beau porche avec son élégant larmier. On aime ces vastes toitures de panne et aussi cette recherche esthétique dans le traitement des pignons de pierre blanche et de briques. Dirigeons-nous maintenant vers la brasserie. Voici le ruisseau de Ransard, un affluent du Crinchon, le plus souvent à sec de nos jours. Côté sud de la brasserie, on constate que l'aspect du paysage change beaucoup au fil des saisons. Ici, la brasserie proprement dite, vue du nord, actuellement et entre les 2 guerres. 3 photos prises autour et dans la brasserie en 1915 et 1916. C'était le point de départ des tranchées vers le Blanc-Mont. Nous nous dirigeons maintenant vers le château de Bretancourt. C'est un régal que de se promener autour de son parc. Ce château, comme on peut le voir en comparant ces photos, n'a pas souffert de la guerre. 2 vues de l'arrière du château, prises à près d'1 siècle de distance. La ferme du château vaut aussi le déplacement et pas seulement pour son splendide pigeonnier. Cette belle grange recèle en effet un souvenir particulièrement émouvant de la guerre 14-18. L'insigne de l'infanterie légère canadienne de la princesse Patricia, avec sa fleur de tournesol en son centre. Il faut avoir vu aussi le fameux carré des sources du château. Voici la porte de sortie des eaux photographiée en 1916 et actuellement. Les ingénieurs de Vauban avaient prévu que cette eau viendrait inonder les fossés des remparts de la ville d'Arras en cas d'attaque. Voici comment se présente ce carré des sources vu de l'extérieur. Il existe une gravure de Grosville datant du début du XVIIe siècle. Le site, vu de l'est, est reconnaissable, sauf pour l'orientation de l'église que l'artiste semble avoir inversée. Cette vue d'avion est prise dans l'autre sens, avec Bretancourt au second plan, là où se trouvait sans doute le peintre dans l'image précédente. Le centre de Grosville vu du sud. Grosville est connu pour la variété et l'harmonie de ses pignons. Ceux-ci étaient faits de blocs de craie taillés, mais cette pierre étant gélive, il fallait la protéger de la pluie en terminant le sommet du mur avec des briques cuites au bois. Les artisans artésiens surent faire de cette nécessité technique le point de départ de motifs décoratifs variés. Il fallait bien sûr adapter ces motifs à la taille ou aux pentes de toit, comme ici avec ces toits à la mansarde. Les grosses pièces de charpente devaient être scellées au mur à l'aide d'encre métallique, et ce sont les artisans forgerons qui surent à leur tour allier le sens artistique aux nécessités techniques.
Comment soutenir le poids de la construction au-dessus de l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre quand on ne dispose ni de béton ni de poutres métalliques? Les tailleurs de pierre avaient trouvé une solution avec un nombre impair de blocs de craie savamment taillés. Là aussi, nos artisans surent rivaliser d'ingéniosité et de sens artistique jusqu'à édifier de somptueux porches d'entrée de ferme, dont il reste encore quelques exemplaires à Grosville. Plusieurs maisons ont conservé aussi ces anciens culs-de-four, même si l'on n'y fait plus cuire de pain aujourd'hui. Près de l'entrée de Grosville se trouve le Petit Calvaire. Voici des photos de l'endroit vers 1900 et actuellement. Le même endroit pendant la Grande Guerre. Le calvaire est dans la touffe d'arbres à droite. On peut voir que la tour de l'église est déjà bien endommagée. Non loin de là, une façade entre deux guerres. Un passionné d'astronomie sans doute. Ici, un magnifique porche daté de 1797. L'église de Grosville. La même vers 1900. La tour photographiée à la même époque et à droite pendant la Grande Guerre. Vue générale de l'église en juin 1917. Le patronage à la même époque et en restauration actuellement. L'intérieur de l'église vers 1900 et actuellement. À gauche, le chœur en 1916. L'intérieur de l'église porte encore actuellement les traces de la Grande Guerre. L'église, côté cimetière vers 1900, et actuellement. Ce point de vue fut toujours chéri des photographes. Le voici en 1916. Ce crucifix placé au pied de l'église fut considéré comme miraculeux pour avoir été épargné par les bombardements. Il a la tête tournée à gauche ou à droite selon les éditions de cartes postales. Les esprits forts penseront qu'il s'agit d'une simple erreur de mise en page et non d'un nouveau miracle. Certaines pierres sont gravées, comme celle-ci qui rappelle le décès d'un certain Auguste de Basseux en 1837, ou comme celle-ci, qui date sans doute du passage des troupes britanniques dans le village. Le château de Grosville est tout aussi intéressant que son église. Voici sa façade vers 1900 et actuellement. Son porche d'entrée en 1900, en 1916 et actuellement. Le pigeonnier est tout aussi célèbre. Les propriétaires actuels y ont conservé la belle girouette à tête de loup de la famille du général de Grosville. Le hameau du Fermont se situe dans la vallée du Crinchon, en amont d'Arras, près du Carré des Sources
du château de Bretancourt. Pendant la Grande Guerre, il a relativement peu souffert des bombardements allemands. Placé dans le fond de la vallée, il était invisible depuis les batteries de Blairville. Il comporte actuellement 2 rues, la rue du Château d'Eau et la rue du Fermont et son prolongement en direction du Ventaire. C'est au niveau du Ventaire que se situe la station de pompage que l'on voit ici, avec le château d'eau situé plus haut sur la colline. Vue de l'arrivée au Fermont en venant d'Arras. Juste à l'entrée du hameau du Fermont se trouve le cimetière britannique du même nom. Cette photo de tombe militaire française a été prise sans doute non loin de là en 1916. Les soldats britanniques ont marqué leur passage en gravant leur nom sur plusieurs pierres dans le hameau. L'année indiquée sur ces pierres est la plupart du temps 1916. Mais à côté de ces inscriptions, on peut en remarquer d'autres portant la date de 1940. Elles sont apparemment gravées aussi par des soldats britanniques, peut-être lors de la bataille d'Arras en mai 1940. À l'entrée du hameau du Fermont, on remarque une ancienne ferme aux très beaux pignons et au porche monumental avec un bel arc en plein cintre. Un peu plus loin, un autre corps de ferme, lui aussi au toit à la mansarde et aux pignons remarquables. C'est apparemment dans cette partie du Fermont que 2 fourgons de grenades ont explosé accidentellement en 1916 en tuant plusieurs chevaux. Cela s'est passé peut-être à proximité de cette maison et non loin du lieu-dit La Motte, dont l'origine reste mystérieuse. C'est aussi en 1916 qu'ont lieu au Fermont des démonstrations de lancement de la grenade à fusil feuillette. Cette arme qui venait d'être mise au point utilisait le fusil Lebel et une balle à blanc. On peut penser que cela se passait à proximité de cette fermette que l'on croit reconnaître. Dans ce hameau, on peut apprécier l'ingéniosité avec laquelle les artésiens savaient utiliser les matériaux locaux pour leur construction. Ici, un mur de blocs de craie taillés à l'herminette, sur un lit de briques cuites au bois, le tout sur une base de silex. Plus loin, des constructions en torchis utilisant une technique particulière du nord de la France. La charpente de la grange en torchis vue précédemment. Ici, les constructions artésiennes aux proportions harmonieuses disposées à l'entrée de la rue du Fermont.